Bon, on va pas se mentir. Entre le retour au taf en janvier, les bonnes résolutions abandonnées le 8 et les scrolls TikTok entre deux crises existentielles, vous avez probablement loupé la moitié des trucs pop culture qu'il fallait voir, écouter ou snober pour rester dans le game. Et c'est là que j'interviens. Année armée de mon cappuccino, de mon croissant encore tiède et d'un petit condensé pas piqué des hannetons de ce que ces 3 premiers mois de 2025 nous ont balancé à la figure. Parfois avec élégance, parfois comme un lancer de chaussures à la cérémonie des Oscars. Du cinéma qui renoue avec la salle obscure, oui oui, les gens se lèvent encore pour aller au cinéma. Des séries qui mettent des claques culturelles à la planète entière. Des remises de prix où Beyoncé gagne un Grammy Country. Des Fashion Week transformées en LAN party. Des TikTok qui ressuscitent les cranberries pendant qu'Instagram se prend pour un journal intime. Et bien sûr, l'IA, omniprésente, omnisciente, omnigrinçante. Bref, asseyez-vous, sortez vos écouteurs vintage ou vos implants auditifs Bluetooth, je ne juge pas, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, votre dose pop culture à la fois croustillante, éclairante et légèrement overcaféinée. C'est parti! Cappuccino, egg sharp minds, brewed hot, sure bra. No sugar, no filter. Sip, think, repeat, repeat. Alors déjà, oui, le cinéma est vivant. Contre toute attente, malgré les IA qui écrivent des scripts en 3 secondes, les plateformes qui balancent des films comme des muffins dans une salle de brunch, et notre capacité collective à ne plus tenir assis plus de 12 minutes sans checker nos notifications. Les gens sont retournés dans les salles, volontairement. Et même parfois sans popcorn. Oui, madame. Et honnêtement, ça valait le coup, parce que ce début 2025, il a été cinématiquement juteux, avec des récompenses qui ont claqué, des surprises box-office et des trends qui ont fait exploser les frontières entre la salle obscure et votre feed TikTok. On va commencer par les Oscars, Golden Globe et le comeback du cinéma d'auteur. Donc les Golden Globes en début janvier. Cette cérémonie où Hollywood boit du champagne en essayant de faire genre ils ne sont pas stressés par les critiques sur Twitter. X. Cette année, le film d'Emilia Pérez et de Jacques Audiard a mis tout le monde d'accord. 4 prix, dont meilleur film comédie musicale et une Zoé Saldana en état de grâce, récompensée pour son second rôle. Oui, Gamora chante maintenant et elle le fait très très bien. À côté, The Brutalist, ce film arty sur l'architecture et les âmes fracturées, vous voyez le genre, a remporté le meilleur film dramatique. Et Adrien Brody, notre roi du regard intense et des costumes en velours, a empoché le prix du meilleur acteur. Mais le feu d'artifice, c'était surtout aux Oscars début mars. Là, on a eu le droit à une masterclass inattendue. Anora, un petit bijou indépendant signé Sean Baker, a raflé la mise avec 5 statuettes, dont meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice pour la lumineuse Mikey Madison. Et même le montage. Bref, c'est pas juste un film, c'est une démonstration. Adrien Brody a refait le coup en gagnant aussi l'Oscar du meilleur acteur, ce qui fait de lui l'homme le plus tranquille de la planète pendant au moins 48 heures avant que son speech ne soit décortiqué sur X et parodié sur TikTok avec des casquettes de cow-boy et des remixes ASMR. Côté France, Cocorico, Emilia Pérez a aussi cartonné au César avec 7 prix, dont celui du meilleur film et pas un seul incident à la cérémonie cette fois, ce qui, pour les Césars, relève presque du miracle. Et pendant que l'Académie applaudissait très lentement des films indépendants en robe Dior, le box-office mondial, lui, explosait grâce à des pixels. Oui, on parle bien de Minecraft, The Movie. Tu penses que c'est une blague? Le film a littéralement défoncé tous les scores début avril, avec 313 millions de dollars pour son week-end d'ouverture, un record. Un film basé sur un jeu où tu passes ta vie à casser des cubes et à rapporter plus que certains Marvel récents. Et le pire, c'était pas si nul. Le film mix d'humour méta, d'action et de références très très nerd a fait rire les gosses, pleurer les darons nostalgiques et exploser TikTok avec des mimes à base de creeper en costard. Le marketing, c'était un chef-d'œuvre. Avec une campagne virale où Jason Momoa, qui prête sa voix au héros, apparaissait IRL dans un décor en bloc pour des interviews what the fuck. Pendant ce temps, en Chine, c'était pas Minecraft qui faisait trembler les murs, mais le Nouvel An lunaire. Les films locaux ont cartonné comme jamais. Neza 2 en tête, suivi de plusieurs comédies et drames historiques boostés par une envie massive de sortir en famille. Résultat, un box-office chinois de plus de 1,3 milliard de dollars en une seule semaine. C'est le genre de chiffre qui donne envie aux studios US d'ajouter des dragons à n'importe quel scénario.
Côté festival, le début d'année a été généreux en cinéma indépendant qui fait réfléchir, pleurer ou les deux. Au Sundance Film Festival, c'est le film Entropia, un ovni expérimental signé Hayley Gates, qui a remporté le grand prix du jury. Spoiler, il n'y a pas de fin, mais c'est très beau, très lent et très instagrammable. À Berlin, le grand gagnant c'était Dreams, Sex Love, un film norvégien hyper réaliste sur la solitude moderne. L'ours d'or lui a été remis en mode « Vous n'êtes pas prêt pour cette douceur scandinave qui va vous pulvériser le cœur ». Et comme toujours, la Berlinale a saupoudré son palmarès de films brésiliens et argentins qui nous rappellent que l'Amérique latine maîtrise toujours l'art du chaos poétique. Alors oui, on aurait pu croire que le cinéma allait finir comme les DVD vierges, rangés dans un tiroir, oubliés puis vendus par lot sur Vinted. Mais non. Entre films qui osent, Anora, ceux qui explosent, Minecraft, et ceux qui inspirent, Emilia Pérez, le 7e art est en mode survie ultra stylé et les spectateurs suivent. Le public revient et pas juste pour voir le post-générique. Donc si vous n'avez rien vu depuis Barbie, c'est peut-être le moment d'arrêter de mater des vidéos à un film résumé en 3 minutes sur YouTube et de retourner dans une salle obscure parce que cette année, le cinéma a décidé de ne pas mourir. Il a décidé de faire du bruit. Et maintenant, parlons télé. Ou plutôt, parlons série. Parce qu'en 2025, la télé, c'est un truc flou qu'on regarde à moitié pendant qu'on fait défiler ses mails ou qu'on cuisine un curry doudou. Mais les séries, elles, continuent de gouverner nos soirées, nos discussions de machine à café et nos insomnies. Allez, juste un petit épisode de plus. Et ce début d'année, franchement solide. Moins de quantité, plus de qualité, plus de diversité, moins de copier-coller, de franchises rincées. Enfin, presque. Bref, si vous avez raté le coche, installez-vous, j'ai fait le tri entre les bijoux, les bides et les binge-watch indispensables. Commençons par le katana dans le plat de Spaghetti, Shogun. Adapté du roman culte de James Clavell, vous savez, ce pavé de 1200 pages que personne n'a vraiment lu mais que tout le monde possède pour la déco. Cette série a été le coup de sabre de ce début d'année. Déjà, c'est beau. Visuellement, c'est un poème en 4K. Et en plus, c'est intelligent. Une narration en 3 langues, des enjeux politiques dignes de Game of Thrones, sans les dragons gênants, et un casting japonais impeccable. Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, des légendes, des révélations, et aucun white savior à l'horizon. FX et Disney Plus ont signé un chef-d'œuvre rien que ça. Résultat, plus de prix aux Golden Globes, aux SAG, et même des critiques les plus blasés ont applaudi. Si t'as encore pas lancé le pilote, tu rates une série qui coche toutes les cases, historiques, esthétiques, épiques. C'est du prestige TV avec des sabres et du saké. What else? Mais Shogun, c'était pas le seul à briller dans la lumière bleutée des écrans. Les SAG Awards, diffusés pour la première fois en direct sur Netflix, on y reviendra, ont aussi consacré la mini-série comme l'arme fatale du streaming moderne. Mention spéciale à Baby Reindeer, cette série britannique basée sur le vécu de son créateur. Ambiance stalker, trauma et thérapie gratuite pour tout le monde. Jessica Gunning, dans le rôle de la harceleuse glaçante, a explosé l'écran et les réseaux. C'est simple, on a tous googlé, elle existe vraiment ? Après le 3e épisode. Autre nom qui revient partout, Jean Smart, toujours aussi hilarante et crue dans Axe, HBO Max, et qui continue d'étirer l'univers du stand-up avec des punchlines plus affûtées qu'un TikTok d'Elsa Majimbo. Elle a empoché le Golden Globe et le SAG comme si de rien n'était. Tranquille. En parallèle, dans les coulisses du streaming, la tension monte. Après les grèves scénaristiques et acteurs de 2023, les plateformes réajustent leur tir. On passe du plus c'est long, plus c'est bon à moins c'est mieux en théorie. Netflix, par exemple, a annoncé une stratégie qualité avant quantité. Traduction, on va annuler la moitié de vos séries préférées, mais c'est pour votre bien. Sauf qu'on a vu passer beaucoup de fins abruptes ce trimestre. Shadow and Bones, éjecté 1899, on n'en parle même plus. En revanche, la série Overclock, produite par les frères Russo, est arrivée en mars, une mini-série d'action techno qui assume ses excès visuels et ses dialogues taillés à la truelle. Clairement, pas une révolution, mais ça se binge en 48 heures, donc validé. Du côté d'Amazon Prime, ils ont mis la main sur le catalogue complet du MGM. Résultat, les vieux James Bond, du classique à gogo et positionnement un petit peu flou. La seule claque côté original, c'était le retour de The Boys en teasing lourd de sa prochaine saison avec une mini-série centrée sur Homelander, façon documentaire propagande effrayant et hilarant.
Et pendant ce temps, Disney Plus continue de biberonner la galaxie Star Wars avec la régularité d'une usine à cookies. En février, on a eu le droit à Night of the Old Republic, première série live-action inspirée du jeu vidéo culte. Ambiance Jedi perdue, combat au sabre et plan cinématographique à souhait. Bon, c'est pas Andorre, mais ça tient bien la route pour les fans. Un autre phénomène marquant en 2025, la fusion totale entre séries et réseaux sociaux. Exemple, après chaque épisode de koh TF1 propose désormais un after TikTok exclusif, où les candidats réagissent en live avec des filtres ridicules et des punchlines virales. Le tout sponsorisé par des marques de gourdes et de répulsifs à moustiques. C'est absurde, mais c'est génial en termes de marketing. Et puis, certaines séries deviennent virales pour de mauvaises raisons. En janvier, un extrait de Emily in Paris, saison 5, a été détourné sur X pour se moquer des dialogues générés par IA sur une soirée de vin rouge. Résultat, la scène est devenue un mime international et les audiences ont grimpé de 20% la semaine suivante. Voilà, on n'a plus besoin de scénario, juste de cringe et d'algorithmes. Ce début d'année confirme une chose, on aime toujours les récits qui font mal, mais avec un bon ratio esthétique-trauma. Que ce soit une guerre féodale au Japon, un stand-up grinçant à Las Vegas ou une harceleuse attachante dans une banlieue londonienne, les séries qui marquent sont celles qui font vibrer émotionnellement, socialement ou cérébralement. Et face à l'overdose de contenu, les plateformes commencent à comprendre, ce n'est plus une question de nombre mais de résonance. En résumé, Shogun plante le drapeau du prestige. Les mini-séries vraies ou presque dominent les remises de prix. Les grandes plateformes revoient leurs copies, parfois en mode panique. Et le public, lui, il veut souffrir, mais joliment et avec des sous-titres. Donc, si vous cherchez une série à lancer, prenez-en une courte, intense, avec un plan fixe sur des yeux humides et une musique minimaliste. C'est le nouveau binge chic. Et en parlant de musique, je vais vous laisser avec une de mes chansons pour le prochain interlude. À tout de suite. Should I move on? I whisper at night. These words feel heavy, they don't sit right. I keep replaying the way we were, but memories shine untouched, unstirred. I wanna text you, say what's real. Drop my guard, let you know how I feel. This fire's been burning since day one, but losing you, it's only begun. It's always been you, right from the start. I can see my life without you in part. Even though I'm shaking deep inside, losing you's the one thing I can't hide. Stay with me, we'll weather the storm. Doesn't matter how the winds have worn. You pull the best from me, make me strong. With you I know where I belong. We don't see life in the same design, but love's not built in a perfect line. Through every fight, through every turn, I'm still here while the fire burns. It's always been you, right from the start. I can see my life without you in part. Even though I'm shaking deep inside, losing you's the one thing I can't hide. Could it be, maybe you feel it too? If I hit send, would you break through? Would you smile? Would you know that this love is something I won't let go? But it's a dream, a wish held tight. Time's a thief in the dead of night. The timing's off, we're out of sync. The waters drown me before I blink. And as tomorrow rolls in, uninvited, it's here. Feels like an ending, too close, too near. A chapter closed, whispers fade. In the silence of what could have been, I'll stay.
2025 a peut-être commencé dans le froid et les impôts à payer, mais niveau musique, c'était torride. Et un peu schizophrène aussi, soyons honnêtes. Entre les country queer, les mash-up viraux de voix d'IA et une nostalgie déguisée en modernité, l'industrie musicale du premier trimestre nous a proposé un cocktail aussi déstabilisant que délicieux. Genre Mojito plus pastis, mais version Dolby Atmos. On parle de Grammy Awards flamboyants, de retours inespérés, de festivals en feu et de TikTok qui ressuscite les morts, musicalement parlant, quoique. Attache ta ceinture, on va remixer ce trimestre comme une DJ de Berlin sous en fête. Le 2 février, les Grammy Awards ont littéralement redéfini le terme polyvalence. Le moment où Beyoncé, queen de la pop R&B, a gagné un Grammy Country, historique, son album Cowboy Carter a secoué Nashville comme un lasso dans un salon de coiffure. C'est osé, c'est politique, c'est western, mais avec du gloss et des vibes militantes. La track Texas Hold'em, un hymne classé country, certifié TikTok, remixé 14 fois en 2 jours. Et oui, même les mecs qui n'écoutent que du rap ont fini par la fredonner sous la douche. Cette chanson, c'est la preuve que Beyoncé peut tout faire, même dompter une industrie qui l'a snobée pendant des années. Pendant ce temps, Kendrick Lamar a lâché l'hypercute de la soirée, Not Like Us, a remporté la chanson et l'enregistrement de l'année. Oui, les deux, parce que parfois, quand t'es bon, faut que tout le monde s'en souvienne. Ce titre, c'est de la rage raffinée, de la critique sociale, un missile dans le silence gêné des élites. Et ça tape fort. Dans les autres surprises, Chappell Roan, la nouvelle sirène queer pop, a remporté Best New Artist grâce à un univers aussi extravagant que sincère. Genre robe à plumes, mascara qui coule et choré dans les toilettes de club. Le grand chelem de Charlie XCX dans les catégories électro avec Brat a confirmé que la danse pop est toujours vivante et glitchée. Et enfin, émotion vintage, les Beatles ont gagné la meilleure performance rock avec Now and Then, un morceau réassemblé à partir d'archives vocales et d'IA. Oui, les Beatles ont sorti un tube en 2025 et non, ce n'est pas dans un épisode de Black Mirror, enfin presque. Côté scène, les performances des Grammy ont été un condensé de tout ce que la musique fait de mieux, too much et transcendante. Shakira est remontée sur scène en mode volcan colombien. À 47 ans, elle a prouvé que les hanches ne mentent toujours pas, même après 3 enfants et 2 ex-futurs maris. Son medley, une masterclass de sensualité maîtrisée avec un clin d'œil à ses racines arabes et latines, et une réplique piquante entre 2 couplets. This one is for the accountant of Spotify. Légende. Lady Gaga, elle, a transformé Coachella en messe. En avril, elle a débarqué en tête d'affiche, façon prêtresse cybernétique, robe holographique, piano en feu, littéralement, et un final a cappella qui a fait pleurer les mecs tatoués du fond du public. Bonus, elle a glissé une reprise de Space Oddity de Bowie en version trap psyché. Oui, ça existe maintenant. Pendant ce temps, TikTok continuait de jouer à Dieu dans l'industrie musicale. Tu pensais que Zombie des Cranberries allait gentiment dormir au fond d'un CD de 1994 ? Eh bien non. Un remix accéléré, une choré poignante postée par une danseuse ukrainienne et bam, la chanson remonte dans le top 50 Spotify monde. Les ados ne savent toujours pas que ça parle de guerre, mais ils connaissent chaque mot du refrain. Ce genre de phénomène a même un nom maintenant. Songflation. Vieilles chansons, revampées, en version pitchée et hyper pop qui deviennent des tubes à retardement. Résultat, les maisons de disques ressortent des catalogues comme des friperies. Vous aimez ce vieux jean ? Tenez, la version micro-dos avec une surpiqûre vocodée. Et parfois ça va plus loin. Les IA génèrent carrément des duos fake. Le feat Drake feat Michael Jackson qui fait trembler YouTube. Totalement faux, mais bluffant. Et ça cartonne. Grims, elle, a embrassé le chaos en lançant un concours mondial d'IA vocale à son effigie. Prix de la thune et de l'attention. Beaucoup d'attention. Côté tournée, Coldplay a lancé son Music of the Sphere 2.0 par un concert caritatif géant à Cape Town. Écran géant, drone, bracelet lumineux, un show éco-friendly mais pas vraiment discret. C'était beau, un peu larmoyant, très Coldplay. Taylor Swift, elle, a pris tout le monde à contre-pied. Après ses méga stades, elle annonce une série de mini-concerts acoustiques dans des théâtres. Place arrachée, hystérie générale et retour du silence dans la salle s'il vous plaît. C'est le Swift Unplugged à l'ancienne et ça marche.
Et bien sûr, il y a eu Coachella, Green Day qui a rejoué Dookie en intégralité, Nostalgie puissance 1000, Travis Scott qui fait exploser la scène avec un décor mi-désert mi-métavers, et XG, le girl group nippo-coréen, qui a mis tout le monde d'accord avec une choré robotique parfaite et une vibe entre Sailor Moon et Skrillex. Bon, bien évidemment, je vais pas m'étaler dessus, mais on ne peut pas parler de Coachella cette année sans parler des performances de Lisa et de Jennie que je vous conseille d'aller voir sur YouTube. En résumé, Beyoncé fait de la country et c'est pas une blague, les Beatles gagnent un Grammy posthume en 2025, TikTok devient une machine à tube rétroactif, et l'IA joue les producteurs de l'ombre. Les musiques de ce début 2025, c'est une machine à secouer, à pleurer, à danser, à râler, et franchement, on signe pour un deuxième round. Petit retour sur la télé, mais cette chose étrange que beaucoup considèrent comme morte, mais qui continue d'exister, un peu comme les CD ou les gens qui mettent encore des likes sur Facebook. Sauf que, surprise, la télévision, version événementielle, est spectaculaire. Pose ton téléphone et regarde comme dans les années 2000 a repris des couleurs ce trimestre. Et pas qu'un peu. Entre un Super Bowl en feu, des départs en larmes, une télé-réalité qui copie Squid Game et une avalanche de moments viraux bien calculés, on n'est pas loin d'un comeback, avec des rides, certes, mais du charisme. Enfin, ça se débat. Personnellement, la télé et moi, c'est genre pas vraiment une histoire d'amour, mais passons. Le 9 février, c'était l'un des rares soirs où le monde entier a regardé le même programme. Et à la même heure, et avec autant d'enthousiasme qu'un drop de sneakers. Travis Scott, X Nike. Et non, ce n'était pas le foot US, on s'en fout un peu des touchdowns. Ce qu'on attendait, c'était le halftime show. Et là, mesdames, messieurs et autres genres et aliens de passage, on a été servis. Kendrick Lamar a livré un show incandescent, aussi engagé que visuellement dantesque. Pyrotechnie, cyberpunk, choré digne de Westworld et une setlist coup de poing. Au milieu, SZA débarque comme une déesse du soul pour All the Stars. Et là, frisson collectif de tous les États américains, plus Twitter qui crache pendant 8 minutes. Ajoutez à ça des apparitions caméo comme Samuel L. Jackson dans un faux sketch, Serena Williams qui sert des punchlines et une scénographie post-apocalyptico-spirituelle. On tenait clairement l'un des shows les plus marquants depuis Beyoncé en 2016. Passons à un moment douteusement ironique. En mars, Netflix a lancé Squid Game The Challenge, l'adaptation en télé-réalité du carton coréen. L'idée, prendre des candidats réels et leur faire vivre les épreuves de la série, sans les meurtres évidemment. Quoique. Et voir jusqu'où ils vont pour un chèque de plusieurs millions. Le résultat, une audience explosive, une production impeccable et un malaise sous-jacent parce que oui, voir des gens pleurer après avoir été éliminés d'un jeu inspiré d'une critique du capitalisme, c'est assez ironique. Mais Netflix a tout misé dessus. Plan dramatique, ralenti larmoyant, voix off digne d'un documentaire sur les dauphins en danger, et bien sûr, les gagnants ont lancé leur carrière d'influenceurs dans la foulée, comme si de rien n'était. Est-ce que c'est du divertissement ? Oui. Est-ce que c'est flippant ? Aussi, mais ça fonctionne, et ça c'est le plus terrifiant. Pendant ce temps, la vieille garde télévisuelle tirait sa révérence dans un silence respectueux ou un mini-feu d'artifice médiatique selon les cas. Le 28 février, Whoopi Goldberg a fait ses adieux à The View après 15 ans de commentaires acides et de joutes politiques ou de pauses gênantes, en direct. La dernière émission était un mélange de nostalgie et de remerciements sincères, et d'une Oprah qui débarque pour un hug final, très grand final de série familiale des années 90. Twitter a pleuré, TikTok a remixé, son I said what I said en loop. Bref, un départ digne. En France, c'est un monument du petit écran qui fêtait ses 50 ans. Des chiffres et des lettres. Oui, le jeu préféré des grands-parents, toujours debout, toujours là, toujours fâché avec l'adrénaline. Émission spéciale, ancien candidat ému, et un mot final de Laurent Roméichko en alexandrin. Non, pas vraiment, mais on aurait mérité. Si tu pensais que la télévision et les réseaux vivaient séparés comme des ex qui s'ignorent, sache que c'est faux. Ils couchent ensemble tous les soirs. Exemple, TF1 a lancé cette année les after-shows TikTok de Koh-Lanta. Littéralement, dès que l'épisode se termine, l'appli lance un live avec les candidats, un YouTuber et des challenges, tout ça sponsorisé par une marque de compote bio. Et franchement, ça cartonne. La télé capte les jeunes là où ils sont, sur leur téléphone, dans leur lit, à 22h47, avec une envie de popcorn. Enfin, pour ma part, là tout de suite, c'est 23h37.
Même les émissions classiques s'adaptent. Les audiences en replay, les extraits coupés en format vertical pour un starreel, les mimes générés dans la demi-heure, la télé d'aujourd'hui, ce n'est plus un contenu qu'on programme, c'est un contenu qu'on extrait, qu'on recycle et qu'on remixe. Et paradoxalement, ça lui donne une deuxième vie, comme un t-shirt vintage de Friends, un peu jauni mais toujours un peu stylé. Enfin, ça dépend des goûts. Ce trimestre, ce qui ressort, c'est le retour de la télé comme un événement social. Pas forcément quotidien, pas forcément familial, mais un rendez-vous collectif. Entre le Super Bowl, regardé par 100 millions de personnes, les adieux de Whoopi ou Squid Game version Hunger Games ou Prozac, on cherche tous des moments qui nous reconnectent, même brièvement. Et la télé, cette vieille dame qu'on disait morte, est en train de se réinventer en maître de cérémonie plus humble, plus hybride, moins dominante, mais toujours essentielle dans les grands moments. En résumé, le Super Bowl a prouvé qu'un show peut encore faire taire tout Internet. La télé-réalité a atteint un nouveau stade de moralement flou. Les dinosaures télévisés tirent leur révérence avec panache et la télé se marie définitivement au réseau pour survivre. La télé en 2025, c'est pas encore mort, c'est métamorphosé. Et entre deux reels de chats qui éternuent, parfois on zappe et on s'émeut. C'est officiel, la mode en 2025 ne sait plus si elle veut être une œuvre d'art, une NFT vivante, un filtre Snapchat ou un sabre laser griffé Balmain. Mais une chose est sûre, elle refuse d'être ignorée. Et ce trimestre, entre Fashion Week visionnaire, pièces virales, montres aux super pouvoirs et collections plus éthiques que ton ex vegan, le monde du style a montré qu'il peut toujours surprendre, même quand il nous vend un sac à 5000 € fait avec de la corde à sauter recyclée. Alors passons en revue ce que les dieux de la mode ont pondu entre janvier et mars. Spoiler, c'est pas juste des jupes et des logos, c'est du storytelling textile sous LSD. On commence évidemment par la Fashion Week de Paris, même si on a un épisode entier dédié que vous pouvez aller écouter. Parce que bon, tant qu'à faire, autant viser le front row. Cette année, la haute couture a décidé d'envoyer un message clair. Le sexy, c'est has-been. L'étrange, c'est le nouveau noir. Chez Valentino, le défilé se déroule sur un tapis de tuiles rouges, une ambiance installation d'art contemporain dans un musée post-apocalyptique. Les mannequins avancent au ralenti, certains ne clignent pas des yeux, on hésite entre admiration et possession démoniaque. Mais c'est magnifique, glauque, mais magnifique. Chez Copernic, la barre est mise encore plus haut, du plus ou plus geek. Il a transformé leur show en LAN party géante. Oui, t'as bien entendu. 200 gamers en réseau jouent pendant que les mannequins défilent entre les écrans. Est-ce qu'on sait encore si c'est un hommage, un troll ou une prophétie ? Non. Mais est-ce que ça a buzzé sur les réseaux ? Absolument, et c'est bien ça le but. Autre moment de grâce, la première collection de Sarah Burton pour Givenchy. Depuis son départ d'Alexander McQueen, une ligne à la fois fidèle à l'héritage gothique ou glamour de McQueen est teintée de sobriété future-proof, moins de froufrou, plus de coupes chirurgicales. Le message, le deuil est élégant, même sur talon. Mais la mode, ce n'est pas juste le catwalk, c'est aussi, et parfois surtout, le bord du podium. Zendaya, par exemple, a assisté au défi Louis Vuitton en costume masculin 3 pièces plus cravate fine. Cheveux plaqués, regard de mafieuse japonaise, résultat, Internet la rebaptise Zendaya Yakuza Arc. Les fanarts pleuvent et la cravate devient l'accessoire must-have de mars. Moralité, oubliez les robes à traîne, en 2025, c'est le power suit qui séduit l'algorithme. Doechi, la star montante du rap féminin et muse des avant-gardes mode, a littéralement enchaîné 4 tenues virales en 2 jours. Du latex fuchsia chez Acne Studio au corset bibliothèque de chez Vivienne Westwood, elle est en train de devenir ce que Rihanna était en 2015, la célébrité qu'on vient voir pour savoir quoi liker demain. Et pendant ce temps, les filtres Snapchat des maisons de couture explosent. Dior lance un béret en réalité augmentée que tout le monde peut essayer pendant le show. Les ados font des selfies, les fashionistas râlent, les ventes décollent. La boucle est bouclée. Mais attardons-nous sur un univers où le temps s'arrête, tout en coûtant le prix d'une Twingo, la haute horlogerie. Au salon Watches and Wonders 2025 de Genève, Rolex a fait le mic drop de l'année en sortant un nouveau modèle. Oui, un vrai. La Land Dweller, une montre de plongée plus fine, plus légère, avec un bracelet intégré, a été accueillie comme une rockstar suisse. Les collectionneurs hystériques, les spectateurs prêts à vendre un rein. Les néophytes, elle fait pas juste l'heure ? Et non, Karen, elle fait statut social, héritage et flex discret. D'autres marques jouent la carte verte. Chopard utilise de l'or recyclé, Ulysse Nardin fait des bracelets en plastique marin, et pour la première fois, le storytelling écolo a l'air sincère, ou bien marketé, voire les deux.
Et pour les mortels, bonne nouvelle, la seconde main explose. Plateformes comme Vestiaire Collective annoncent plus 25% de ventes ce trimestre. Sac vintage, lunettes Dior 2006, escarpins Chanel légèrement fatigués, tout revient. Parce que l'ultra-luxe en 2025, c'est aussi un peu de nostalgie et beaucoup de recyclage chic. Et avec la montée de la réalité augmentée, les marques s'invitent partout. Essayage virtuel, NFT bonus avec ton sac ou accessoires que tu ne reçois jamais physiquement mais que tu peux porter dans le métavers. Parce que oui, on y est. En résumé, les défilés deviennent des installations numériques interactives. Les célébrités dictent les tendances depuis leur chaise, pas le podium. Rolex revient en force, Bansky se fait luxe et la mode devient écolo-stratégique. Le luxe en 2025, une expérience, un jeu, un miroir et un sac à main en corde désigné par une IA. C'est beau, c'est absurde, c'est fascinant et c'est exactement ce qu'on attendait ce trimestre. Enfin, jusqu'à temps que la Chine nous fasse un petite attaque sur les réseaux, légèrement agressif sur les bords. Mais si vous voulez, on en fera un épisode dédié. Vous me dites dans les commentaires. En attendant, je vous laisse avec un petit fond de musique. Woke up this morning feeling kinda blue, but there she is, my fluffy guru, purring on my pillow like she knows the way. One soft blink and she saves my day. She doesn't charge fees, no hourly rates, just snacks and cuddles, our perfect fate. Life's a mess, but she keeps it cool. One twitch of her tail and I'm nobody's fool. Oh, my furry therapist with whiskers and paws. She listens to my woes without a single pause. In a world full of chaos, she's my little piece. With every purr and nudge, my worries just cease. She sits on my keyboard, claiming her throne, typing her own emails in a language unknown, crashing my Zoom call, stealing the scene with a loud little meow. She's the household queen. She doesn't need a couch, she's got my heart. Every goofy jump, every perfect start. When the days go south, she knows what to do. A nuzzle and a purr, and I'm brand new. Oh, my furry therapist with whiskers and paws. She listens to my woes without a single pause. In a world full of chaos, she's my little piece. With every purr and nudge, my worries just cease. She's got a PhD in cuddling tight. With her tiny paws, she makes things right. No prescriptions, no deep inside. Just a love that shines so bright. Oh, my furry therapist, the queen of my home. With every soft blink, I'll never feel alone. She's got me wrapped, no need to confess. A life ruled by knots, I'd expect nothing less. So when life feels heavy, don't overreact. Just look to your cat, they've got your back. With a stretch and a yawn, they steal your heart. In this furry little world, we'll never be apart. Ooh, 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 ooh. A world full of chaos, she's my little piece. With every purr and nudge, my worries just cease. She's got a PhD in cuddling tight. With her tiny paws, she makes things right. No prescriptions, no deep inside. Just a love that shines so bright. So when life feels heavy, don't overreact. Just look to your cat, they've got your back. With a stretch and a yawn, they steal your heart. In this furry little world, we'll never be apart.
Quand les mimes se mettent en grève, les IA chantent du Drake et MrBeast planque de l'or. La culture web, c'est ce truc insaisissable, bouillonnant, imprévisible et légèrement chaotique. Comme un débat sur Twitter entre un vegan de 19 ans et un crypto-bro et une meuf qui fait ses affirmations astrales dans une story close friend. Et ce trimestre, on a eu droit à des IA qui font chanter des morts, à un désert de mimes devenus mimes, et à des chasses au trésor IRL par des youtubeurs mégalos, à des TikTok qui continuent de trier les carrières musicales comme s'il était Simon Cowell, digital, qu'on n'a jamais demandé. Commençons par le phénomène qui met les artistes dans tous leurs états, l'IA vocale. Tu pensais qu'on allait rester aux images générées façon Harry Potter version des années 80 ? Oh non, 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 non. Maintenant, les IA chantent, elles rappent, elles font des duos entre des gens qui n'ont jamais chanté ensemble et parfois même plus tout à fait vivants. Le plus gros buzz, un faux duo entre Drake et Michael Jackson généré par IA qui a fait 4 millions de vues en 24 heures sur YouTube avant d'être dégommé. Et entre-temps, il s'est retrouvé sur des playlists, des TikTok et même sur une radio locale américaine qui a cru que c'était une release surprise. Résultat, crise chez les labels, débat chez les fans, panique chez les avocats. Et au milieu de ce joyeux bordel, Grims, qui a pris tout le monde à contre-pied en organisant un concours mondial d'IA vocal, Grims Approved, avec un crash prize, droit d'utilisation et remix libre. Bref, entre apocalypse vocale et révolution artistique, l'IA est officiellement en train de redessiner l'industrie musicale et personne n'a les règles du jeu. Passons à ce moment assez magnifique qu'on pourrait intituler Le grand vide des mimes, édition mars 2025. Pendant 2 semaines, les utilisateurs de TikTok, Reddit ou X, oui, Twitter s'appelle toujours comme ça, mais je m'y ferai jamais, ont été frappés par un vide créatif total. Rien de drôle, rien de pertinent, aucun son remixé, aucun animal qui tombe avec un reflet ralenti ou une punchline décalée. Et alors que tout le monde se lamentait, la panne est devenue le mime. Les gens ont commencé à poster. Il ne reste plus rien, nous avons tout consommé, nous sommes les survivants du grand silence. Hashtag MemeDrought. Vidéo en noir et blanc, musique dramatique sur des images de chips tombées au ralenti. Et bim, la viralité totale. Le mime du non-mime est devenu le mime. Tu suis ? Pas grave, personne ne suit, mais c'était drôle. Sur Instagram, c'est une autre ambiance. En mars, le format Note, petit statut textuel au-dessus des DM, oui, ce machin bizarre que personne n'utilisait vraiment, a soudainement explosé grâce à une tendance feel good. 12 choses que je veux pour 2025. Tout le monde y est allé de son petit manifeste perso. Me respecter, plus moins stressé. Devenir riche sans travailler. Arrêter de stalker mon ex. Un T3 avec terrasse et un chat. Ah non, pardon, ça c'est moi. C'était doux, un peu naïf et un peu triste aussi, mais collectif. Côté trends musicaux, c'est toujours TikTok qui mène la danse. Ce trimestre, le pattern était clair. Un vieux hit des années 90 ou 2000, version accélérée, une chorégraphie ou un filtre absurde, et boum, numéro 1 sur Spotify viral. Exemple, Zombie des Cranberries, remixé façon trap accompagné d'une danse très lente, ultra dramatique. I Will Survive, transformé en loop de 15 secondes, utilisé pour raconter des ruptures absurdes, genre il m'a ghosté après m'avoir présenté sa mère. Et un remix de Hit Me Baby One More Time, version jazz lofi, utilisée pour les trends des gens qui font des rebrandings de personnalités 2025. À ce stade, TikTok est moins une appli qu'un lab de psychologie sociale, plus un studio musical, plus un distributeur de dopamine à la demande. Même si, de ce que je vois de mon feed de TikTok, certains le prennent très clairement pour Tinder. C'est à vomir. En résumé, l'IA vocale transforme la musique en terrain glissant et fascinant. Les mimes vont jusqu'à faire grève et deviennent des œuvres méta. Instagram veut devenir ton journal intime de poche. TikTok, fidèle à lui-même, recycle la pop culture plus vite que son ombre. La culture web en 2025, toujours aussi imprévisible, toujours aussi brillante dans sa bêtise, est toujours plus puissante qu'un Grammy ou qu'un Oscar. Parce qu'en ligne, tout peut devenir culte ou disparaître dans le néant. En bref, si tu veux être à jour, tu peux plus suivre le vent, il faut devenir le courant. Bon, parlons peu, parlons bien. Mais 3 mois. Des Oscars inattendus, des cowgirls grammifés, des sabres laser haute couture, des IA qui chantent faux, mais fort, une télé qui renaît et en se mettant sur TikTok. C'est ça, la pop culture en 2025. Un chaos maîtrisé, un défilé de trends éphémères, et au milieu, des pépites qui marquent vraiment. C'est bruyant, parfois fatigant, souvent sublime,
toujours en mutation. Mais du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on assiste à une saturation totale des contenus ou à une renaissance des formats, des voix et des usages? Est-ce qu'on consomme trop ou juste autrement? Est-ce que notre rapport à la culture est malade ou en train de muter comme une supernova digitale? Je vous laisse méditer ça autour d'un cappuccino ou d'un scroll TikTok de 2 heures, c'est selon. Mais dans tous les cas, le monde pop n'a jamais été aussi bordélique. Et c'est exactement pour ça qu'on l'aime. Alors attention, petit moment, grosse déclaration d'amour. Si t'as kiffé l'épisode, si t'aimes l'analyse avec du mordant, les vannes bien dosées et les récaps pop croustillants comme une viennoiserie sortie du four à 7h du mat, abonne-toi à Cappuccino et Croissant sur ta plateforme de podcast préférée. Spotify, Apple, Amazon, Deezer, ton frigo connecté, je suis littéralement partout. Et si t'as envie de prolonger l'expérience, tous mes livres sont disponibles en anglais et en français, en e-book, en papier, que tu peux sentir comme une vieille bibliophile romantique, ou bien même en version audio sur Patreon. Les chansons de The Freevers Chronicle sont déjà en ligne sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute. Et pour soutenir ce que je fais et éviter que je me nourrisse exclusivement de nouilles instantanées, ce qui est une fâcheuse habitude que j'ai, tu peux checker mon site officiel capcroissantmedia.com, découvrir mon merch, les illustrations, les bundles livres et musique, et bientôt la collection capsule inspirée de l'univers Niomar.exe, ma dystopie science-fiction. Et bien sûr, pour aller réagir, m'envoyer des mimes ou me dire que Zendaya t'a aussi donné envie de porter une cravate cette année, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Harmonie de Mieville, ou directement sur le site section contact. Oui, c'est une vraie rubrique, tu verras. Tu peux aussi venir faire coucou sur Patreon, c'est toujours sympa. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, probablement moins chaotique, mais toujours aussi caféiné. Et d'ici là, restez curieux, restez aiguisés, restez stylés, et surtout, restez insolents face à l'absurde. C'était Cappuccino et Croissant, toujours chaud, toujours croustillant. Allez, salut! Cappuccino, white crop, mine's brewed hot, served raw. No sugar, no filter. Sip and repeat, repeat, repeat.